Et du coup, ma première question, présentez-vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, votre parcours académique, peut-être les formations en plus que vous avez faites, un peu tout ça. Un peu tout ça. Donc, je m'appelle Yves de Villers. Je vais sur mes 40 ans. J'ai un parcours académique assez traditionnel, à savoir que j'ai fait d'abord un régiondat en éducation physique et puis j'ai fait la passerelle pour aller vers le master à Louvain-la-Neuve où j'ai pris notamment l'option entraînement du sportif parce que j'avais déjà une certaine sensibilité au niveau de l'approche de l'entraînement et de l'optimisation de facteurs de performance, etc. Euh, Durant cette option-là, j'ai eu l'occasion d'aller faire différents types de stages en allant notamment au Sporting d'Anderlecht, etc. parce que j'avais une fibre footballistique marquée puisque à ce moment-là, j'étais moi sur le foot. Euh, Alors qu'initialement, je venais du monde de l'athlétisme puisque j'ai d'abord commencé mon éducation à moi dans le monde de l'athlétisme. Et puis, il me manquait un peu l'aspect social et convivial dans la structure où j'étais. Donc, j'ai switché vers l'aspect plutôt jeu dans le foot. Et donc, voilà, après mes études, là, j'ai eu directement la chance d'enseigner aussi bien à des jeunes, on va dire, dans le milieu scolaire en secondaire. Et en parallèle, j'entraînais déjà dans des clubs de natation et d'athlétisme. Et puis très vite, j'ai eu l'opportunité de travailler en haute école et comme conseiller technique au niveau de l'UCL à Louvain-la-Neuve. Euh, et donc là, de diversifier un petit peu le type de public, le type d'ambition que ces publics-là ont. Et voilà, en parallèle de mes études et puis de mon job avec les établissements scolaires, j'ai toujours eu un accompagnement sur le côté, que ce soit dans des clubs de foot ou dans un club de natation notamment, pour l'accompagnement de sportifs au niveau de l'entraînement et au niveau de la préparation physique. Et donc voilà, ça a évolué au cours du temps. Et, euh, et puis j'ai eu l'opportunité d'encadrer, après avoir fait mes armes au fur et à mesure, d'encadrer des joueurs de foot en équipe et puis ne trouvant pas toujours mon compte, plutôt en individuel de différents niveaux jusqu'au au niveau pro avec certains qui ont eu l'occasion de jouer aussi au niveau des Diables Rouges et puis au niveau du triathlon, notamment avec Alexandra Tondeur au niveau professionnel. Et puis voilà, maintenant j'accompagne encore au niveau du triathlon deux jeunes, un jeune qui vient de passer pro et une autre qui passe pro l'année prochaine, avec qui voilà, on a une vision long terme et, et voilà, au niveau des formations, je me suis mis une ligne de conduite où depuis que je suis sorti de mes études, je m'oblige à faire d'office une formation continue chaque année, que ce soit des formations sur les préférences motrices, sur les tests FMS, sur voilà, donc, différents types de formations, que ce soit aussi des formations dans le cadre ADEPS avec les formations initiateurs, éducateurs, etc., entraîneurs, que ce soit au début aussi bien dans le foot qu'en triathlon, je l'ai fait en natation, etc. aussi. Et donc voilà, j'ai pour le moment aussi certaines missions comme ça avec la Ligue de triathlon et avec la CFF dans le foot dans le domaine de la préparation physique ou de l'ingénierie de formation. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y aurait une formation en particulier qui sortirait un peu du lot? Euh, je pense qu'à partir du moment où on s'inscrit à une formation, c'est qu'on a toujours au préalable certaines questions ou certaines envies d'aller explorer. Moi, je prends à chaque fois ces formations comme étant des outils complémentaires. Donc, si, si je prends là le moment, l'instant, là, je suis en train de regarder un petit peu pour essayer d'avoir différentes formations sur les réflexes archaïques, parce que je me rends compte que dans le domaine de la préparation physique, après avoir été un peu navigué
les préférences motrices, la dimension neuro prend de plus en plus de place. Et donc voilà, je pense que ces formations-là qu'on choisit chacun quand on est en cours de développement, ben, c'est pour essayer d'amener certaines réponses à certaines observations de terrain pour lesquelles on n'a pas toujours des réponses, ou par curiosité, parce que on se rend compte que d'autres collègues, en utilisant certains outils, ont réussi peut-être à répondre à certaines problématiques sur le terrain avec certains athlètes. Et donc, une formation de manière spécifique, non, je pense pas qu'il y en a une qui est sortie du lot. Moi, dans des formations comme les formations avec des testings FMS, etc., ben, ou sur les préférences motrices, c'est deux formations que je reprends plus souvent quand je donne des exemples, mais c'est vraiment des outils complémentaires qui viennent amener un petit plus dans la boîte à outils avec laquelle on démarre un accompagnement ou dans laquelle on va piocher quand on fait un suivi sur le long terme. Ouais. Euh, Ouais, de toute façon, il y a toujours des choses à apprendre et des choses qu'on connaît déjà. Donc, ben oui, puis il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi. Quand je vois ce que j'ai eu comme cours, quand moi j'étais encore à la fac sur tout ce qui était musculation, etc. Ben, à l'époque, je trouvais que c'était assez pauvre. Et donc, j'avais refait certaines formations au niveau du renforcement musculaire sur les différentes méthodes et les différentes approches en fonction des intentions de travail. Et puis, j'avais refait une petite formation en haltérophilie. Et puis là, ben, je me rends compte que même à ce niveau-là, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Il y a pas mal d'articles scientifiques qui sont sortis, qui disent qui sont parfois en contradiction avec ce qu'on a entendu à l'époque. Et donc, je sais qu'après les réflexes archaïques, ce sera sûrement sur l'haltéro que je referai la prochaine formation l'année prochaine. Et donc voilà, je pense que chaque formation vise à répondre aux questionnements du moment. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, je pense allez, celui qui cherche un peu de l'info a aussi souvent des pistes de réponse et d'échanges comme ça par rapport par rapport à ce qu'on cherche. c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder tout ce qui touche à la prépa physique dans le triathlon. Juste avant, pour que les gens aient un peu une idée, j'aimerais enfin, combien d'heures d'entraînement ça représente un triathlète, il a combien d'heures d'entraînement par semaine? Et donc le triathlon, c'est les trois sports, course à pied, natation, vélo, pour ceux qui ne sauraient pas. Quelle distance il parcourt en moyenne de ces trois disciplines? Ben, c'est très variable d'un individu, d'un triathlète à l'autre, déjà en fonction de là où lui en est dans son plan de développement sportif, en sachant que c'est certain qu'un triathlète qui est dans ce sport à maturité tardive, dans sa 33e année, et qui a déjà un gros background derrière lui, qui a déjà une grosse expérience, etc., et qui est sur du longue distance, ben, il va pouvoir se retrouver avec, en fonction des athlètes et en fonction des besoins, entre 600-700 heures par an à plus de 1200, 1500. Il y en a qui vont à quasi 2000 heures d'entraînement par an. Donc, on peut aller de, grosso modo, 15 à 35 heures par semaine, en sachant que dans ces semaines-là, il faut voir aussi, dans le package d'heures, si on parle ou si on parle pas, des petits protocoles de récup, parce qu'on a pas mal d'outils qui permettent de quantifier la charge, qui vont prendre en considération les heures sur le vélo, les heures dans l'eau, les heures en course à pied. Il y a beaucoup d'outils de quantification de charge qui oublient un petit peu toute la charge de la préparation physique. Et puis, qui oublient aussi parfois les protocoles de récup, qui sont des protocoles qui parfois sont des facilitateurs par rapport à la récupération musculaire, etc., mais qui peuvent avoir un petit impact au niveau de la charge mentale, parce que c'est quelque chose que l'athlète n'aime pas faire et qui malgré tout se rajoute à l'entraînement. Euh, mais donc sinon, voilà, je pense qu'on est, oui, sur une préparation d'Iron entre 15 et 35 heures par semaine, en sachant que c'est très variable et que ça dépend d'un athlète à l'autre, d'un triathlète à l'autre, de de la marge de progression qu'il a encore, puisque c'est certain qu'avec un jeune triathlète qui serait entre ses 20 et 25 ans
et en fonction de la période à laquelle il a commencé et de ce qui lui reste derrière, ben on peut avoir des charges qui vont du simple au double, clairement. Quand on est sur des triathlètes qui font du demi, ben là, dans la littérature, je pense qu'on parle de 5 à 700 heures par an et donc de 13 à 20 heures par semaine. Euh, Ceux qui font plutôt du déo, et donc la distance olympique sur des quarts, ben là, généralement, je pense qu'on est entre 4 et 800 heures par an et on va entre 10 et 20 heures par semaine. Mais à nouveau, c'est très variable d'un triathlète à l'autre et quand on regarde parfois les partages de données que font certains triathlètes, on a des données complètement différentes. On vient de le voir ici avec le record du monde, par exemple, de marathon qui vient de tomber, où on a l'impression que celui qui vient de battre Kipchoge ben, a des semaines où il va quasi lâcher 100 bornes en plus par semaine que Kipchoge. Donc, on est, voilà, Mais ouais, du la coup, grosse louche, c'est plus ou moins, ouais. comment on arrive à gérer cette charge d'entraînement pour justement être à la limite du surentraînement, mais sans la dépasser, et vraiment pousser au maximum, mais sans tomber dans le surentraînement? Euh, mais là, la réponse que je pense que je peux apporter, c'est que c'est d'essayer d'avoir un cadre méthodologique, un mode de fonctionnement où la première chose avant de démarrer, même si c'est avec un athlète ou un triathlète qu'on connaît vraiment bien, c'est de vraiment faire d'abord une analyse et un état des lieux. L'état des lieux sur, OK, avant de redémarrer la saison, avant de redémarrer avec toi, OK, d'où on vient, euh, qu'est-ce que tu as déjà eu éventuellement comme blessure, qu'est-ce que tu as comme environnement de travail, qu'est-ce que tu as comme quotidien? Est-ce que tu es un triathlète professionnel qui peut en vivre, ce qui est pas courant? Est-ce que, euh, est-ce que tu as telle et telle facilité au niveau sponsoring pour pouvoir te proposer d'avoir tel ou tel type d'accompagnement? Et donc, c'est vraiment de dresser toute la carte et tout le bilan sur l'analyse de son passé avec combien d'années de triathlon il y a derrière, quelle charge d'entraînement il y a eu l'année d'avant, et d'essayer comme ça de vraiment cerner sur base aussi de l'objectif qu'il a sur sa saison, de la distance qu'il fait, mais les particularités de la discipline et de ce qu'il va être capable d'avoir, quoi. Je prends l'exemple peut-être plus concret d'un jeune triathlète qui m'avait contacté il y a maintenant plus de 3 ans, ben, qui voulait se mettre pour objectif de faire un Ironman et qui en soi avait fait 2 ans de triathlon avant ça, qui avait besoin voilà d'avoir certaines balises, etc., qui n'a pas le passé peut-être d'un jeune gars qui aurait pu venir faire la même démarche en ayant démarré le triathlon à 8 ans et qui aurait déjà eu tout un écolage, une éducation aussi bien technique que dans la charge d'entraînement, etc. Donc vraiment, je pense que cette phase d'analyse pour pouvoir déterminer à un moment donné ce qu'on va aller lui taper chaque semaine, elle est incontournable, elle est indispensable. Et puis seulement à partir de là, on peut commencer à se fixer des objectifs de compétition, mais aussi des objectifs dans la charge de travail. Et je pense que les premières semaines, si c'est avec un triathlète qu'on ne connaît pas, ben les premières semaines de remise en route, elles servent à ça aussi. En sachant que si je connais mon triathlète, ben je sais d'où il vient, donc j'arrive assez vite à ajuster les curseurs. Si c'est un triathlète que je ne connais pas et qui est encadré par quelqu'un d'autre avant, ben, je pense ils sont dans le partage au moment de l'analyse sur le nombre d'heures d'entraînement qu'ils faisaient au préalable, la durée des séances qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils nous partagent s'ils faisaient davantage de séances sur home trainer qu'en extérieur pendant l'hiver. Et donc, je pense vraiment que cette phase d'état des lieux, elle est primordiale pour savoir d'où on va et pouvoir seulement commencer à taper dans les premiers objectifs. Et puis, comme tout préparateur physique, c'est sur base et comme tout entraîneur, c'est sur base des premières séances qu'on ajuste un petit peu les curseurs et qu'on échange un maximum avec le triathlète parce que ça reste lui qui va vivre la charge. Euh,
qu'on va pouvoir commencer à ajuster. Et donc là, dans la façon de récolter l'info, ben, il existe des centaines d'outils de récolte de la charge. Et donc, en fonction de ce qu'on se donne comme temps pour le suivi, de ce qu'on a comme moyen pour le suivi, ben, on va utiliser différents types d'outils de récolte de la charge pour ajuster les curseurs et avancer progressivement. Ouais. Et est-ce que, parce que on pourrait avoir tendance à vouloir faire toujours un peu plus, est-ce qu'on voit dans les triathlètes actuels certains qui s'entraînent pas spécialement beaucoup, entre guillemets, ou moins que d'autres, mais qui performent plus? Ou est-ce qu'on doit absolument avoir une grosse charge d'entraînement au total? Euh, mais là, à nouveau, je pense que si on regarde un petit peu l'épidémiologie des blessures en triathlon, euh, on se rend compte que généralement, il y a plus de 80% des blessures qui sont observées à cause d'une surcharge. Et c'est souvent le cas dans pas mal de sports d'endurance, c'est qu'on arrive souvent à une surcharge parce qu'on cherche la limite et puis on flirte avec puis il y a ces soucis qui arrivent. Euh, et donc, des exemples comme ça, personnels à lister, c'est toujours compliqué parce que j'ai pas envie de m'exprimer sur tel ou tel athlète ou triathlète qui fait trop si c'est pas moi qui l'accompagne. On donne souvent son avis sur les autres sans avoir toute la cartographie de là où il vient, de là où il va et de ce qu'il a maintenant comme ressources extérieures et intérieures pour faire ce qui lui est proposé. Mais si je prends un exemple plus simple, on a des gars qui se sont retrouvés à être champions du monde en natation sur une même distance avec le même chrono. T'en as un qui bornait 25 000 kilomètres par an et l'autre qui en faisait 50 000. Et pourtant, ils arrivent au même résultat. Donc là, je pense que c'est vraiment le suivi au quotidien sur la quantification de charge avec différents outils qui vont regarder par rapport à la charge interne, la charge externe, où on en est. Au niveau d'une charge interne, sur le suivi au niveau des traceurs objectifs et puis aussi des traceurs subjectifs qui pour moi sont souvent oubliés, euh, mais qu'on va pouvoir adapter et justement réguler comme ça sa charge d'entraînement et je crois on donne peut-être pas assez souvent la parole au triathlète dans sa planification d'entraînement. Et moi, c'est un truc sur lequel je pense que j'essaye d'aller de plus en plus euh, parce que c'est des ressentis que lui a et c'est un feedback qui peut être donné et je pense que ça demande du coup un échange régulier, quasi quotidien avec eux quand ils ont des grosses charges. D'avoir un retour fréquemment et de pouvoir comparer de jour en jour un petit peu l'évolution, la façon dont ils gèrent les choses. Et il y a tellement de paramètres qui peuvent influencer une même séance donnée à 2 semaines d'intervalle que, que je pense que ce retour est indispensable par rapport à ça, quoi. Et quand on sait dans le triathlon, j'ai l'impression que les jours off complets sont quasi inexistants sur la saison. Est-ce qu'il y a des semaines un peu de décharge hors affûtage pré-compétition? Euh, ben, je pense que c'est indispensable d'avoir ces moments de petites cassures, que ce soit au sein de la semaine ou au sein de blocs. Euh, alors, en fonction des accompagnements, on sait on va se retrouver avec des blocs qui font de 3 à 5, 6 semaines. Euh, alors, par défaut, il y a la fameuse vision de, tiens, si je construis sur 4 semaines, je vais avoir semaine 1, semaine 2, semaine 3, puis la semaine 4, je casse un peu et je déleste un petit peu. Évidemment en fonction du planning, du calendrier général. Et puis au sein de la semaine, pareil. Au sein de la semaine, pareil, rien que dans le sens où ben, on connaît le temps de récup qu'il faut après des séances de VMA, après des grosses séances de PMA en vélo, etc., après des séances sprint en natation ou autres, après une séance de muscu. Et donc, voilà, par défaut, il y a effectivement des jours comme ça qui essayent d'être un peu off. Euh, et donc, ça arrive aussi, du coup, d'avoir la même logique des blocs et des semaines dans les blocs au sein d'une même semaine et de se dire, tiens, au sein de ma semaine, ben, je vais peut-être charger pendant 2 jours, je décharge le troisième, je recharge pendant un jour, 2 jours ou 3 jours, et puis je redécharge à nouveau le suivant.
Mais à nouveau, c'est super difficile de répondre de manière générale, dans le sens où ben, c'est très variable d'une situation personnelle à l'autre. Et ici, l'avantage de cet accompagnement là dans le triathlon, c'est que si on n'est pas dans des structures pro avec X triathlètes encadrés en même temps, et que c'est un accompagnement qu'on fait en individuel, tu peux te retrouver avec un pro qui doit continuer à bosser mi-temps pour pouvoir en vivre parce qu'il va pas chercher des cachets monstrueux à Hawaï et parce que derrière ça ben voilà il faut qu'il puisse gagner sa croûte. Il y a peut-être des sponsors comme ça qui ont été démarchés, mais ça n'empêche que s'il bosse à mi-temps et qu'il fait un 6-22 comme kiné tous les soirs ou 4 soirs par semaine, ben, d'office, ces moments-là vont s'imposer dans l'agenda pour mettre les cassures et pour mettre les moments de récup. Donc, euh, donc voilà, l'opportunité qu'il y a dans le triathlon, qu'il y a peut-être moins dans d'autres sports, c'est que je crois qu'il y a la possibilité vraiment d'individualiser à 100% et qu'il faut profiter de cette opportunité-là pour adapter la charge. Euh, on connaît bien les outils qui existent pour le suivi de l'entraînement. Euh, j'ai par exemple à un moment donné travaillé pas mal avec l'application Corpus et la variabilité cardiaque. Mais voilà, qui permet aussi d'amener pas mal d'infos euh, où le triathlète ne va plus répondre par effet de désirabilité. Voilà, il va parfois avoir aussi des marqueurs qui lui donnent des infos qu'il a peut-être pas perçues le jour J et sur une fatigue qui serait arrivée le lendemain. Et donc, on sait s'adapter aussi par rapport à ça. Donc, je pense que c'est vraiment un ensemble de recueils de données qui permettent voilà, d'essayer de s'ajuster au mieux en sachant que même si on connaît les tendances générales sur tiens, ben, quand j'ai tel et tel type de charge, ben, je sais que derrière, il faut que je mette 1 ou 2 jours off, il faut que je sais, voilà, les réactions et les façons de vivre la chose sont tellement personnelles que je pense que l'échange doit être permanent et que du coup, moi, j'ai du mal à concevoir qu'on fasse des préparations de 4 semaines à un gars, on lui envoie et puis c'est 4 semaines après qu'on fait le feedback. Sur un suivi comme ça, moi, j'y crois très peu, ou alors c'est pour on va dire, un niveau moyen sur lequel, entre guillemets, on ne sait pas trop se planter parce qu'on ne va pas vraiment, voilà. Mais même sur des niveaux moyens, si on fait un programme d'entraînement pour un jeune gars ou une personne d'un certain âge qui a déjà une vie professionnelle sur le côté, ben voilà, en fonction qu'on vienne d'être père de famille, qu'on a passé une nuit dégueulasse, qu'on bosse sur les chantiers, qu'on est maçon et qu'on a dû déplacer X tonnes de blocs de béton, il faut qu'on ait une possibilité d'adapter, de modeler. Et donc, pour moi, cet échange quasi quotidien doit s'imposer, quoi. Ouais. Et quand on diminue la charge, on joue sur quels paramètres? Ça va dépendre aussi de l'athlète ou est-ce qu'on diminue son volume, est-ce qu'on diminue son intensité, est-ce qu'on diminue les deux? Bah, ça va dépendre à nouveau de l'athlète, de ses objectifs et du moment dans lequel on est dans la saison. Euh, Je prends l'exemple d'une triathlète ici que j'accompagne qui me dit, tiens, passé une nuit dégueulasse, les voisins font des travaux, je suis revenu du boulot à 23 heures, à 7 heures du matin, ils étaient avec le marteau-piqueur dans le mur à côté de mon coussin. Ben, ok, l'adaptation pour la journée. On avait une intention d'entraînement qui était un entraînement de récupération avec des pulses super basses sur le vélo et une séance qui devait durer peut-être 90 bornes. Ok, ben, t'en fais 50, tu reviens. Si le cardio monte un peu plus avant, tu ralentis ou bien tu rentres à la maison. L'intention, c'était une séance de récupération. Et donc là, ben, à ce moment-là, sur cette séance-là, on va diminuer non pas l'intensité parce qu'elle était déjà basse, on va diminuer la durée et on va faire en sorte qu'on atteigne quand même l'objectif de la séance en l'adaptant avec les circonstances du jour J. Donc, et puis ça va être très dépendant aussi du moment dans lequel on est sur le bloc d'entraînement. Si on est à 4 semaines de la course et, ou bien si on est sur la semaine post-course, voilà, il y a des séances qu'on va plus facilement pouvoir skipper que les autres, même si, voilà, de manière générale, on sait que ben, quand on arrive en phase d'affûtage, on se retrouve dans les 2, 3 semaines
avant la course, ben, on va essayer de garder une certaine fréquence d'entraînement parce qu'il va avoir les crocs, il va se rapprocher de la course, mais on va garder les tempos, les intensités, on va faire des pics de rappel, mais on va venir casser un petit peu sur le volume, tout en gardant cette intensité et cette envie d'en découdre le jour J. Donc, euh, donc voilà. Mais mes Et, réponses sont pas toujours sur des recettes à appliquer, tellement je pense que c'est super dépendant et super, super important de contextualiser à chacun des athlètes qu'on va avoir en fonction du moment dans lequel on est, de ses objectifs, de son environnement, des ressources qu'il a au niveau humain, au niveau financier, au niveau matériel. Voilà, je pense que c'est aussi la richesse de l'accompagnement comme ça, un peu en one-one avec chacun des triathlètes qu'on peut accompagner, quoi. mhm. Et justement, en termes de récupération, quels outils ou qu'est-ce que vous privilégiez? Euh, alors, dans la récupération, et puis je mets parfois la prévention dans la récupération, mais dans la récupération, il y a, en fonction aussi du type de récupération souhaité, si c'est une récupération plutôt mentale, ben, c'est de se dire, je te fous la paix, tu choisis une, deux, trois journées, ou si tu as besoin de socialiser, de retourner un petit peu voir des gens, etc., ben, voilà, tu t'obliges à mettre un ou deux trucs là-dessus et la récup, elle est mentale, donc c'est là-dedans que tu en as besoin et tu laisses le vélo de côté, tu laisses les carrelages de la piscine de côté et tu vas chercher cette récup-là. Si c'est une récupération purement physique, ben voilà, à nouveau, on sait que elle peut être très individuelle dans le sens où il y en a qui vont avoir besoin d'aller se taper dans un bain froid de 10 minutes à 10 degrés. Il y en a d'autres, mentalement, ça va plus les bousiller. Donc, ce qu'on va peut-être gagner au niveau physio, on va le perdre au niveau mental. Et qui vont peut-être plutôt avoir besoin d'être dans les mains d'un masseur ou d'un ostéo ou d'un kiné pour qu'on vienne voilà, réaligner ce qui doit être, palper ce qui doit l'être, drainer ce qui doit l'être. Euh, il y en a voilà, qui vont refaire un focus plutôt sur une récup à nouveau mentale avec l'un ou l'autre repas où on se refait un petit peu plaisir. Donc, de manière générale, dans les moments de récup, euh, ben, on peut se dire, OK, tu peux aller chercher la piste juste post-effort du bain froid 10 minutes, 10 degrés. Tu peux aller chercher la piste kiné, masseur, pour un petit peu aller te faire prendre en main au sens propre et figuré du terme. On peut activer les pistes avec les rouleaux d'automassage. On peut activer, voilà. Donc, c'est vraiment en fonction à nouveau, de chacun des athlètes, même s'il y a voilà, les grands outils traditionnels qui sont à disposition et avec lesquels les triathlètes jouent déjà de manière régulière, oui. En fonction des préférences aussi de l'athlète et pas lui En fonction imposer. ouais, c'est ça. En fonction des préférences de l'athlète et ben, en fonction aussi du temps qu'on a pour la récupération. C'est-à-dire que si on arrive sur une course de fin de saison et que il n'a pas un autre gros event dans les 4 à 8 semaines qui suivent, bah, on va peut-être lui laisser un peu plus de temps pour faire une cassure d'une semaine, etc. On va avoir une période de latence qui va être plus conséquente. Par contre, si on se dit, OK, dans 4 semaines, il faut qu'il se réaligne sur une course où ça va à nouveau être exigeant physiquement et mentalement, ben, voilà, là, on pousse et on essaye d'imposer un petit peu plus pour que ce soit fait plus sérieusement, de manière plus rigoureuse. Et par défaut, je pense qu'un triathlète, par rapport au nombre d'heures pour lesquelles il s'investit, s'il veut vraiment à un moment donné performer, il se l'impose à lui-même sans avoir trop besoin de quelqu'un qui vient lui sonner tout le temps la sonnette, quoi. Ouais, c'est clair. Et maintenant, on pourrait se dire, travailler ces trois sports, ça demande déjà énormément de temps. Dans quel but ajouter à cela de la prépa physique en musculation ou quoi? Euh, ben, pour moi, la préparation physique, la préparation athlétique qu'on va mettre avec les trois autres disciplines, elle est partie intégrante et c'est pas le sel qu'on vient mettre dans le menu final, quoi. Pour moi, c'est vraiment
un des paramètres qui est souvent oublié chez beaucoup de triathlètes, qui sont aussi bien dans le monde amateur que dans le monde professionnel. Je le vois aussi, par exemple, dans le monde du cyclisme, où il y a beaucoup de cyclistes, même parfois encore professionnels, qui ne font pas des masses de renforcement musculaire, dans les coureurs à pied, etc. Également. Et je pense que cette dimension sur la préparation physique, qui doit venir en, en guise de prévention, qui doit venir en guise d'entretien de certaines qualités physiques, etc., il est incontournable et il est indispensable. Quand on voit un petit peu en plus euh, l'addition des trois types de disciplines qui ont chacune leurs caractéristiques. On se dit, tiens, en natation, ben, on est complètement en décharge. Le poids du corps, il est pas supporté par les membres inférieurs. On est en position horizontale. Ça, voilà, on est sur un travail au niveau des cuisses qui est plutôt en isométrie. On n'a pas beaucoup de mouvements et de contraintes articulaires par rapport aux mobilisations qui sont mises en place. On est vraiment sur une chaîne ouverte, le pied est libre, il n'y a pas de contrainte à l'appui. Et puis, boum, tu vas basculer sur un vélo où là, tu as une charge qui va être partielle, puisque on ne supporte pas vraiment le poids du buste. On est en position assise sur une selle. On a une contraction au niveau des cuisses qui va plutôt être sur du concentrique. Et puis, il n'y a pas vraiment d'amortissement, il n'y a pas vraiment de freinage dans la gestuelle. Ça va être quelque chose de fluide. Là, tu es plutôt sur une chaîne semi-fermée, donc tu te dis, OK, le pied, il est en appui sur une surface mobile, sur la pédale. Et puis tu termines par l'épreuve qui devient peut-être la plus contraignante avec ben, un travail en cuisse plutôt en pliométrie, puisque tu as à chaque fois cet enchaînement un peu agressif sur les tissus musculaires au niveau pliométrique. Tu as ce travail concentrique, excentrique en fonction de la phase du cyclage en course à pied. Tu es sur une chaîne fermée puisque tu as un sol qui est là, qui vient verrouiller à chaque fois l'appui. Euh, tu es en position verticale et donc pour assumer tout ça et pour assumer les différentes pathologies associées à chacune de ces trois disciplines, euh, au prorata aussi du nombre d'heures que tu passes dans chacune de ces disciplines, je pense que c'est indispensable que le triathlète puisse avoir un accompagnement et une construction dans sa programmation où on va avoir clairement ben, un focus dans la préparation physique, où on va travailler sur ses qualités, sur ses préférences, mais où on va aussi le soumettre à des contraintes d'entraînement qui sont différentes de celles qu'il pourrait retrouver sur son vélo, de celles qu'il pourrait retrouver dans sa course à pied. Et on sait que le travail de renforcement musculaire, de proprioception, etc., sont indispensables chez le triathlète. Mais du coup, quel type de travail on fait concrètement? Parce que souvent, bah, du coup, en prépa physique, on analyse la discipline et ensuite on essaye de retranscrire ça en muscu pour pouvoir transférer, que le joueur puisse transférer ce travail-là à sa discipline. Et comme là, on a trois disciplines qui sont tellement différentes, enfin, comment on mettrait ça en place ou quel type de travail en musculation? Est-ce qu'on fait de la force max? Est-ce qu'on fait de l'endurance musculaire? On Ouais. peut savoir ça. Mais comme tu le mentionnais, on est dans une approche où avant de démarrer, il faut avoir fait un peu cet état des lieux sur les exigences de la discipline. En fonction qu'on fasse du sprint, du quart, du demi ou du long, on va avoir des temps et des intentions, des contraintes qui vont être différentes. On analyse un peu la discipline qu'il va faire et puis on sait que ben, généralement, si on parle uniquement prévention et traumato, on a quasi 40 à 50% des blessures qui arrivent sur des tendons, quelques soucis aussi au niveau des lombaires, lombalgie, etc. Donc, donc quoi qu'il arrive, à chaque séance, et je privilégie des rappels comme ça de 10-15 minutes que je préfère mettre tous les jours ou 4-5 fois semaine plutôt que de faire une grosse séance prévention par semaine. Maintenant, dans l'approche sur la planification et la programmation spécifique au niveau de la muscu. J'aime bien de faire mes blocs de muscu qui correspondent à mes blocs d'entraînement.
Donc, si je redémarre début de saison en prépa hivernale avec deux, trois blocs de 4 semaines, là, je suis plutôt sur des intentions de familiarisation, de stabilité, etc., sur les 2 premiers blocs, par exemple. Mais à nouveau, la programmation en muscu, elle va dépendre de l'état de l'athlète et de ce qu'il a déjà eu comme éducation préalable à la musculation. Je vais pas aller taper de la charge avec des machines et sur du guidé, avec du travail à 1 RM sur un gars qui a jamais été éduqué, qui a jamais été accompagné en salle, qui a aucune mobilité, etc. Donc là, comme pour les autres disciplines, ben, ça impose de faire un petit screening, de se dire, OK, comment est-ce qu'il bouge au niveau fonctionnel dans une salle de muscu? Qu'est-ce qu'il a comme coordination? Qu'est-ce qu'il a comme qualité de stabilisation, etc. Et puis, une fois qu'il y a peut-être effectivement déjà eu cet écolage dans, dans la prise en charge, OK, ben, s'il a déjà un petit peu d'acquis, on peut se dire, OK, les 2, 3 premiers blocs, on est sur de la familiarisation, sur de la stabilité. Là, on essaie de proposer des circuits 2 à 3 fois semaine avec ben, des petites super séries agonistes, antagonistes. On est sur de l'endurance de force, donc on est sur 2, 3, 4 fois 15 à 20 répétitions, sur du 20 à 40% RM. On découvre les machines et puis progressivement, on va aller travailler un petit peu tout ce qui est corps, stabilité, gainage, qu'on connaît et qu'on sait qui est très important, que ce soit pour l'alignement en natation, que ce soit pour la stabilité sur le vélo, pour la capacité à restituer l'énergie en course à pied. Et donc là, progressivement, on va partir sur des blocs de 3 à 8 répétitions, plus ou moins 60% d'un RM. Euh, et puis progressivement augmenter vers des 3 fois 10, 3 fois 12 et monter vers des 60, 70% pour en RM. Euh, et puis, ben, en fonction des, des, des blocs dans lesquels on se trouve et de la compétition qui va se rapprocher, j'arrive souvent vers 1 ou 2 blocs de transition. Et dans ces blocs de transition, j'aime bien mettre un peu d'hypertrophie et de force max. Euh, alors, dans l'idéal, ben, c'est de s'approcher de la méthode comme la méthode 3-7 ou un peu de statodynamique. On va aller chercher du 70 vers 85% RM au fur et à mesure des semaines, sur 2 vers 4 séries. Et puis après, ben, on va se rapprocher de la prépa spécifique, des blocs de prépa spécifique, où là, ben, on va être sur un petit travail de force-vitesse ou d'endurance de force et puis de maintien et de puissance. Euh, on va retravailler à partir de surfaces stables vers des surfaces instables. On va être plutôt sur des exercices plus en transition vers l'épreuve, par exemple, du vélo. On va être sur des positions de gainage avec un petit peu de position aéro et d'instabilité. Euh, du travail spécifique de transition aussi dans la salle. Euh, et donc voilà, et puis on va se rapprocher alors après dans la pleine saison ben, d'endurance de force, de puissance. On va être sur plutôt des circuits training avec un entretien au niveau de la force explosive, la force puissance, taper des séances de proprio après peut-être une grosse séance, on est bien fatigué à pied ou en vélo, ben, ça permet aussi voilà, de se transférer sur ce qu'on a comme type d'effort en, en course. Et donc voilà, dans les grands thèmes, c'est de se dire, OK, on a d'abord des blocs où on est plutôt sur de la familiarisation, stabilité, et puis on va plutôt sur de l'hypertrophie, force max, et puis on va transiter vers des blocs de force, vitesse, endurance, force, et puis endurance, force, puissance. Euh, En sachant que j'aime bien aussi en début de saison, après avoir refait peut-être certains petits testings sur les préférences, sur les forces et les faiblesses, etc. J'aime bien, même si j'essaye de toujours démarrer les séances par les préférences et de les finir par les préférences, ne fût-ce que par rapport à la mise en place au niveau mental, etc. Euh, bah, ça peut être intéressant, je trouve, de faire en début de saison peut-être une approche où on est sur du 50-50 par rapport aux préférences et à ce qu'il y a comme point d'attention prioritaire à faire. Et puis au fur et à mesure, quand on arrive dans les blocs où on est plus dans l'hypertrophie, la force max, etc., et qu'on se rapproche de la saison, donc dans les derniers blocs de familiarisation, ben là, arriver sur au moins 75% qui restent dans ses préférences. Euh,
Voilà, après, dans le travail plutôt neuro et sur les préférences spécifiques sans charge, bah, c'est des petites tâches qui peuvent être mises, parce que tout est quand même toujours compté au niveau timing. C'est des petites tâches qui peuvent être mises dans des petits blocs de récupération entre certains exos. Et donc voilà, la philosophie générale que j'essaye d'avoir en muscu, et puis après, ben voilà, ça a adapté, c'est de se dire, OK, en fonction de ce qu'il y a eu déjà comme éducation ben, on essaye d'abord d'être sur de la gestuelle propre, une éducation au mouvement, une éducation aux machines, etc. Et puis, à partir de là, ben, c'est d'avoir voilà, des phases de familiarisation, de stabilisation. Et puis, quand on commence à avoir un petit peu de vécu, ben, approcher dans les blocs et dans la saison vers de l'hypertrophie, force max, et puis ben, force, vitesse, endurance, force, et terminer avec de l'endurance, force, puissance et du maintien. Euh, dans la philosophie générale, j'essaye aussi, après éducation A, d'avoir un travail où on peut se rapprocher du tempo qu'on aurait sur la course et de plus en plus quand on se rapproche des compétitions, de travailler aussi peut-être parfois sur des contraintes un peu différentes parce qu'on voit souvent encore des, des, des possibilités de varier les séances en adaptant les pourcentages RM, en adaptant le nombre de répétitions, en adaptant le nombre de séries. Et je pense qu'il y a plein d'autres petites contraintes qu'on peut mettre en place sans modifier ces aspects-là, que ce soit en plaçant un travail de tempo différent, en travaillant peut-être sur le carré yogi avec un placement de la respiration. Euh, voilà. Donc, de manière générale, j'essaye en saison de proposer et de leur demander de faire idéalement 3 fois par semaine, d'essayer d'avoir 48 heures entre les séances. À la grosse louche, on va essayer d'avoir plus ou moins 3 exos par groupe musculaire, alors que ce soit dans le traditionnel, l'activation, le métabolique, mais d'essayer d'avoir 3 exos par groupe musculaire et d'essayer d'avoir 2, 3 groupes musculaires par séance avec des exercices qui vont être polyarticulaires parce qu'il va se retrouver quand même tout le temps dans un travail qui demande de la coordination et polyarticulaire quand il sera sur sur ses courses. Voilà, de bien alterner bah, tout ce qui est haut, bas, agoniste, antagoniste, etc. Et d'avoir à côté de ces 3 séances spécifiques muscu, euh, bah, avoir un focus quand même sur la mobilité, sur tout ce qui est balance et prévention au niveau de l'épaule et du pied. J'ai vu que tu avais fait il y a pas longtemps un podcast avec Pascal Blaise, avec Blaise Dubois plutôt. Mais effectivement, le travail du pied, le gainage du pied, etc. est aussi souvent un élément qui est peut-être moins bossé, qui est peut-être mis un peu sur le côté parce que ces petites zones comme l'étirement du diaphragme, par exemple, et le genre de trucs qui sont moins souvent mis en place et qui ont toute leur importance. Voilà, maintenant là, je suis en train de lister un petit peu l'idéal dans le meilleur des mondes et puis Mm. et puis il y a le temps qu'on a à disposition, il y a les moyens qui sont mis à disposition pour accompagner les athlètes. Voilà, on n'est pas dans un monde où chacun des triathlètes a la capacité de rémunérer un préparateur physique à côté d'eux à chaque séance, à chaque entraînement. Et donc là, ben, à nouveau, c'est au cas par cas qu'on essaye de proposer la meilleure recette et surtout de garder un fil rouge et une ligne de conduite dans le temps par rapport à l'évolution d'année en année, quoi. Et je sais qu'il y en a qui font par exemple du travail de musculation, par exemple en bord de bassin, et puis direct, ils enchaînent sur un travail en natation. Est-ce que vous mettez ça en place, même si évidemment, c'est pas le truc le plus évident de mettre un bench au bord de la piscine, mais est-ce que ça pourrait être intéressant et si oui, dans quel but? Je pense que ça peut être intéressant. Je l'ai fait quand je me retrouvais en bord de bassin tous les soirs et je faisais que avec des nageurs. Pour l'encadrement de triathlètes, même avec certains triathlètes pro, c'est impossible au niveau de l'emploi du temps, au niveau du suivi qui est finançable, etc., de se retrouver en bord de bassin à chacune des séances. Et donc, il y a moyen de mettre effectivement
un travail. Ça m'arrive, par exemple, dans mes séances de natation, de mettre 10 fois 100 et dans la phase de récup, sortir gainage traditionnel ou un petit gainage actif. Et puis, boum, on redémarre sur la deuxième. Et puis, boum, on baisse son gainage. Et d'alterner comme ça. Maintenant, avec des charges, on va dire, plus lestées, etc., en bord de bassin et des séries spécifiques de transfert. Je l'ai fait à un moment donné avec certains nageurs, mais là, en triathlon, ben, sans moi pouvoir être en bord de bassin, sans avoir l'infrastructure où on propose ça, ben, là, tout fait, je le propose pas. Ça pourrait être intéressant, mais les quelques fois où je l'ai fait quand j'entraînais en natation, ben oui, ça te demande à toi d'arriver 1 heure avant la séance, d'aller chercher le matos dans la salle de muscu, d'installer les trucs, d'avoir l'autorisation de la piscine parce que tu peux pas te mettre n'importe où pour pas qu'un haltère se casse la gueule sur le carrelage. Et donc, tu dois adapter tout l'environnement et puis tu dois donner ta séance et puis derrière, tu dois aller tout ranger. Et ça peut être pris en compte en fonction à nouveau des ressources que tu as pour pouvoir le faire. Donc ici, avec des triathlètes et avec les moyens qui sont en place, ben, oui, moi j'ai la frustration de ne pas pouvoir être là à chacune de leurs séances et de faire le suivi idéal comme si tu étais préparateur physique dans un club de foot et que tu vois à chaque fois les gars à chacune de leurs séances. Euh, donc ici, je mets davantage ben oui, une importance sur le fait de faire tout son échauffement à sec avant d'aller dans l'eau, un petit travail de stabilisation ou de renfort poids du corps, etc., éventuellement intersérie ou intrasérie. Mais, mais voilà, plus pour des intentions de transfert ou pour aller chercher un petit peu un recrutement spécifique. Mais là, en triathlon, j'avoue que aller ressortir des haltères ou aller ressortir le vélo à côté, etc. Moi, dans la façon dont je fonctionne maintenant, j'ai pas la possibilité de le faire. Mais je sais que dans certains clubs de jeunes, etc., ça arrive qu'ils amènent les home trainers au bord du bassin et qu'ils fassent du travail spécifique de transition, etc., par exemple. Hmm. Ouais, intéressant. Et justement, euh, je comptais aborder un peu le travail de pied. Du coup, vous l'intégrez dans votre entraînement du travail spécifique de renforcement des muscles intrinsèques et extrinsèques du pied. Alors, ce que je fais généralement, et que quand on connaît tout ce qu'il est possible de bosser dans une planification et dans une programmation, c'est qu'on pourrait faire 10 000 trucs. Je pourrais demander à mes triathlètes, voilà, super important de bosser avec tout le travail respi. Il y a toutes les petites applications avec les outils qui existent avec l'Aspiro, etc. Ah ben, il faudrait que tu fasses ça 15 minutes chaque jour. Ah, le travail de prévention, ben, que ce soit pour les épaules en natation, parce que même si on passe que 10% de la course à nager, et que ben, on a moins de pathos chez les triathlètes que chez les nageurs, il y a peut-être quand même un petit risque. Ah ben, il faut quand même que tu fasses un peu tes exercices de prévention spécifiques épaules. Ah, tu as un petit problème au niveau de ton... Et donc, il y a moyen de placer 10 000 trucs. Et donc, au niveau de spécifique pied, là, à nouveau, on a parlé de l'analyse et de l'état de l'athlète avant. Si je sais que au niveau génétique, c'est un athlète qui est super fort en tendon, qui a une voûte plantaire très explosive, etc., que le frère, la sœur, la maman, le papa ont eu des petits soucis au pied, etc., et que sa qualité, c'est une qualité de pied, etc., ben, d'office, on va peut-être proposer d'avoir dans le petit protocole prévention des 10-15 minutes de routine par jour, des petits exos spécifiques avec effectivement certaines images, certains exos qu'on a fait et qu'il faut essayer de placer régulièrement. Après, si c'est un athlète qui n'a jamais manifesté, dans l'idéal, oui, il faudrait proposer un peu de prévention et d'anticipation, mais c'est vrai que bien souvent, ça arrive en début de saison. Et puis, s'il n'y a pas trop de stress apparent, de plainte ou de contrainte, je ne, je mets de temps en temps des petits pics de rappel où je peux demander d'en faire. Mais ça viendra alors peut-être plutôt quand on sait qu'il va y avoir un changement de paire de chaussures ou quand on sait qu'on va être dans un bloc spécifique course à pied, dans des phases de préparation, par exemple, j'ai un triathlète qui part et qui a saisi l'opportunité et qui s'est créé l'opportunité de partir au Kenya en préparation hivernale pour changer de décor, s'aérer. Au niveau mental, ça fait du bien. On côtoie d'autres types d'athlètes. On va se ressourcer en prenant d'autres types
d'entraînement, d'expérience, etc. Ben là, d'office, il va être beaucoup plus soumis à des contraintes sur le pied parce qu'il va être dans une ambiance, un environnement qui va lui faire borner plus à pied. Et donc là, ben, d'office, avant le départ, on va peut-être proposer de faire un petit protocole de 4 à 6 semaines avec tous les 2 jours un petit travail de 10 15 minutes spécifique des muscles intrinsèques du pied, etc. Mhm. Mais voilà, après les grands principes d'entraînement, les recettes idéales, elles sont là. Et puis, il y a toujours cette contrainte de qu'est-ce que j'ai comme moyen pour accompagner, qu'est-ce que j'ai comme moyen pour contrôler, quelles sont les préférences de l'athlète. Et, euh, et puis toujours ben, ajuster le curseur par rapport au temps disponible aussi, par rapport à sa réalité à lui, quoi. Mhm. Et dans le podcast que j'ai fait sur le pied, justement, on a abordé le fait de porter des chaussures minimalistes. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, même si c'est contradictoire avec tout ce qu'on voit avec tous les triathlètes ou même les coureurs ont tous des chaussures hyper avec des semelles toujours plus sophistiquées les unes que les autres. C'est quoi votre avis sur le port de chaussures minimalistes? Mon avis, c'est de laisser la parole aux experts. Et que, au niveau de la clinique du coureur, ben, ils ont une expertise de dingue. Au niveau de Volo Danone, ils ont aussi leur expertise, leur recherche, etc. Euh, Moi, mon analyse, en toute humilité, c'est de me dire que il faut essayer, quand on en parle avec le triathlète, de faire la différence entre ce que lui veut mettre comme pompe par, par envie qui pourrait d'abord être l'envie esthétique, par l'envie qui pourrait être l'envie de désirabilité. Donc, ça veut dire qu'autour de lui, tout le monde va mettre ce type de pompe. Donc, lui, il a envie de mettre la même chose. Et puis, le type de pompe dans lequel, ben, par défaut, il se sent bien et il a déjà eu l'occasion de courir et de tester le truc. Euh, Moi, j'aime bien, par exemple, ici, il y a une des triathlètes que j'accompagne, ben, qui a son type de chaussage depuis des années. On a eu l'occasion de commencer à bosser ensemble. Je lui demandais ce qu'elle avait comme type de matos. Et dans le matos course à pied, elle me dit voilà avec quoi je cours. Elle me dit j'aimerais bien commencer à tester ben, les nouvelles pompes carbone, etc. qui viennent de sortir. Euh, je lui dis écoute, comme pour toute transition, on va y aller crescendo. Donc c'est vraiment sur les sorties très courtes que tu vas peut-être pouvoir de temps en temps les tester, mais elle est peut-être plutôt sur les séances où on va demander d'avoir du dash, du rebond et sur des séances d'intervalle courts. Et puis le reste, ben, garde-les peut-être pour ces séances uniquement rapides et sors-les le jour de course pour avoir aussi peut-être l'effet placebo en plus, l'effet rebond en plus et te sentir aérienne parce que c'est une coureuse aérienne. Donc, je pense que le premier qui peut attester ou pas au-delà des études et des résultats, c'est l'athlète lui-même. Maintenant, le fait de proposer de retomber sur du pur minimaliste en été quand il fait beau, et de faire des petites phases de récup après la séance, on court 10 minutes sur l'herbe et de revenir complètement à nouveau à ce travail de pied. Je pense quoi qu'il arrive que ça peut être intéressant, mais que ce n'est qu'une question de dosage. Une question de dosage parce que il y a eu cette grosse tendance du minimaliste où tout le monde a voulu à un moment donné passer là-dessus et puis des gens qui faisaient 70 bornes semaine et qui du jour au lendemain faisaient toutes leurs séances avec des five fingers ou autres et puis qui se pétaient. Voilà, ça demande vraiment une transition Hmm. vraiment super progressive. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question. Ouais, moi J'ai là l'impression que pour toutes j'arrive les à questions, je suis un peu flou, mais non mais j'arrive à me poser la question de me dire est-ce que si on fait ça de manière progressive avec un athlète, donc qu'il a un pied bien solide, est-ce qu'il pourrait être plus performant avec des chaussures minimalistes comparé à des chaussures maximalistes, si on peut dire ça comme ça? quand tu regardes un petit peu ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qui se discute sur les préférences motrices, tu rendras jamais un gars qui est super fort marqué terrien, aérien. Il pourrait l'être. Il pourrait l'être dans une séance si c'est un gars de 17 ans qui va encore en secondaire, qu'il est super marqué terrien et qui s'en sort bien en étant terrien,
qu'il a jamais été blessé en étant terrien, en s'entraînant comme étant terrien, etc., et qui fait des perfs en étant terrien, pourquoi tu voudrais aller l'emmerder et le passer en minimaliste? Maintenant, c'est sûr que ce gars-là, il va être capable de faire probablement des séries de 60 mètres à l'école avec le prof d'éducation physique en allant taper d'office une course en étant aérien sur l'avant-pied parce que sur le sprint, tout le monde passe sur un type de foulée qui est beaucoup plus aérienne, etc., et peut-être beaucoup plus minimaliste. Donc, je pense que tout le monde a la capacité d'un petit peu aller jouer dans les deux. Certains sont plus ou moins marqués, mais je comprends le dilemme dont tu parles, de se dire, tiens, si je m'en sors bien dans ma préférence, en étant pas du tout marqué minimaliste, mais j'ai jamais été blessé. J'ai toujours bien accusé le coup dans l'augmentation de la charge qu'on m'a mis. Je fais des chouettes performances. Euh, je trouve que j'ai un bon équilibrage entre la charge qui m'est proposée, ma courbe de progression, les blessures, etc., qui sont pas présentes. Pourquoi est-ce qu'à tout prix, pour répondre à une tendance d'une société qui est dans le rebond, où il faut aller de l'avant, etc., il faudrait qu'on aille me taper des pompes qui sont super minimalistes et qu'on me fasse changer tout. Euh, à nouveau, voilà, c'est trouver le bon ratio et dans le compromis à faire entre est-ce que je veux changer pour faire comme tout le monde, est-ce que je veux changer parce que tu regardes pas mal de coureurs marathoniens qui sont capables de courir en dessous de 2h10. Il y en a plein qui sont pas des coureurs aériens et dans le minimaliste. Pourtant, on va me dire, ouais, il y en a plein qui mettent des chaussures carbone, mais je pense que l'apprentissage, là, il a été aussi très progressif euh, et que c'est pas nécessairement parce que on est aérien qu'on peut pas mettre non plus de chaussures carbone parce que je sais pas il y a déjà eu un podcast ou pas par rapport à ça, et il y en a d'autres qui sont bien plus formés que moi pour pouvoir te répondre à ça, mais tu as tellement un panel et un curseur progressif entre terrien, aérien, minimaliste, maximaliste, etc., et le type de chaussures, et les chaussures qui correspondent à l'un ou à l'autre profil, euh, que tu qu'on associe parfois trop vite les choses à des cases et à des silos, et Mm. que c'est vraiment une continuité. Et puis voilà, si aussi la personne s'est mis en tête qu'elle voulait switcher le type de chaussure et qu'elle va le tester et qu'elle se sent bien dedans et qu'elle le fait de manière progressive et qu'elle se blesse pas, ben ouais, on va te dire pourquoi est-ce que tu veux spécialement l'en empêcher. Euh, Peut-être que jusqu'alors, elle n'avait pas trouvé le type de chaussure qui lui convenait et que là, ben, elle a l'impression qu'elle arrive à s'exprimer. Maintenant, à nouveau, c'est s'exprimer sur quel type d'effort, sur quelle Mm. distance, sur quelle fréquence d'entraînement. Euh, Ouais, c'est ouais. une question un peu sans trop de réponse. On sait pas Je trop. pense que c'est une question un petit peu comme le début du podcast ici, où, où j'ai l'impression qu'il faut toujours repartir un petit peu de cette méthodologie de j'analyse. Une fois que j'ai analysé aussi bien l'activité que l'environnement, que moi, coach aussi, quelles sont moi mes influences à travailler avec ce gars-là. On voit plein d'entraîneurs qui s'en sortent bien avec certains triathlètes ou au foot avec certaines équipes parce que ils tombent avec des gens qui ont le même profil qu'eux, la même façon de fonctionner qu'eux, qui ont les mêmes déclencheurs motivationnels, et avec eux, ça va super bien matcher. Et puis une fois que c'est avec un autre type de profil, ça marche plus. Donc, c'est aussi de se dire dans cette analyse, comment est-ce que moi je fonctionne, comment est-ce que je risque de l'influencer ou pas dans ce qui marche bien. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse de l'athlète, de l'activité et de soi-même, OK, là, on peut fixer les objectifs et puis seulement on peut commencer à planifier, à programmer. Et puis, on réévalue et on fait ça en cours de cycle, on fait ça en cours de bloc et puis on fait ça après la saison et on essaye d'avoir cette vision long terme. Euh, et donc, ici, ben, pareil, pour changer une godasse, ben oui, on refait toute l'analyse. En quoi est-ce que le fait de changer la chaussure peut apporter un plus au niveau de la performance, au niveau du bien-être mental, au niveau oui, des chronos qu'il va aller lâcher. Mm. Ouais, bah au final, ça revient à individualiser tout, tout Ouais. son entraînement et tout ce qui est à côté à son athlète, quoi. Et c'est une des grosses caractéristiques d'un accompagnement comme ça sur un sport individuel. C'est que on a cette possibilité d'aller chercher de la finesse et de la quantification et un suivi qui est personnalisé, ce qui est parfois plus complexe
dans certains sports co où, quoi qu'il arrive, il va y avoir des entraînements qui vont être collectifs, qui vont être communs. On va essayer d'avoir aussi des moments euh, plus individualisés dans des pré-warm-up, dans des moments spécifiques, etc., ou dans du travail par poste. Mais il y aura toujours des blocs communs. Et même dans les Mm. blocs communs, on va peut-être effectivement doser des intensités, demander d'aller jusqu'à tel ou tel plot par rapport à des résultats de test sur des courses préprogrammées, etc. Mais on peut pas avoir le même accompagnement avec la même durée. Si je me dis, OK, Sylvain, tu as 30 heures pour accompagner ce sportif-là, 30 heures semaine pour l'accompagner lui, et puis tu as 30 heures semaine pour accompagner ce groupe-là, d'office, tu peux aller plus loin et tu peux être plus riche dans ce que tu vas récolter et suivre avec le gars en one-one. Et donc, je pense que c'est indispensable de donner la parole aussi. Et c'est un jeu que j'aime bien de faire dans certaines périodes de la saison aussi, c'est de dire aux triathlètes, ben, voilà ce que je t'ai mis des cases vides, toi à ce moment-là, tu mettrais quoi? Et donc lui il me propose une séance et puis on en discute et on voit pourquoi ce serait ou pas pertinent, pourquoi lui a envie de ça aussi ou pas. Parce que j'ai pas envie de lui imposer des séances qui par défaut ne l'excitent pas. Mm. Dans un début de prise en charge avec une personne, j'y pose toujours des questions sur le type de séance qu'il aime bien. Des séances dans les bois, des séances sociales, des séances musique, des séances courtes, des séances intervalles, des séances même tempo. Et c'est indispensable de connaître ces paramètres-là parce que, et c'est un des points dont on n'a pas encore spécialement parlé aujourd'hui, mais s'il n'y a pas ce plaisir, si on ne va pas chercher sa motivation profonde, ce qui le mobilise, ben alors à un moment donné, il y aura l'excitation du début de prise en charge, peut-être l'excitation des premiers résultats, et puis ça va s'effriter dans le temps. Alors qu'on sait que ce moteur-là, il doit être en permanence alimenté, quoi. Surtout pour un sport comme le triathlon assez individuel, même si on peut s'en faire des sorties en groupe, mais encore une fois, c'est pas toujours évident vu qu'il faut quelqu'un qui soit du même niveau que toi ou des Mhm. personnes du même niveau. Donc ouais, l'aspect psychologique, je pense que je suis pas triathlète, mais je pense que c'est quand même important. Oui, ben, l'aspect mental, de savoir pourquoi tu vas te lever à 5 heures du mat pour aller faire tes 4 heures avant d'aller au dîner de famille. Si t'as pas si t'as pas ton objectif, si t'as pas ta vision court, moyen et surtout long terme, ça va être voilà, ça va être compliqué. Et quoi qu'il arrive, il y aura des séances où il va nous détester et où lui il va pas trouver de plaisir. Et ou alors à ce moment-là, ben, en fonction du moment dans la saison, il faudra essayer de le booster pour lui dire que c'est incontournable et qu'il faut le faire. Et puis à d'autres moments, ben, quand on parlait tantôt de récup, ben, c'est des moments où on peut lui dire, écoute, ça, tu le sens pas, tu skips, quoi. Hmm. Et mais en parallèle avec ça, je pense que avec cette notion de plaisir aussi, pour moi, il y a la notion de staff dans l'encadrement. Et je pense que au plus tu vas avancer avec beaucoup de séances, du haut niveau, au plus c'est incontournable d'avoir un petit staff autour du triathlète, que ce soit au niveau nutri, que ce soit au niveau voilà, de peut-être aussi l'accompagnement d'un préparateur mental, d'avoir voilà, d'avoir ces possibilités de réseauter, d'échanger. Euh, c'est souvent un des aspects pour moi qui manque aussi comme ça dans certains sports au haut niveau, c'est la capacité à pouvoir échanger, dialoguer et partager les choses. Euh, alors peut-être pas sur spécialement le contenu type des séances parce que aussi cette relation one-one dont on a parlé jusque maintenant, qui est une relation assez privilégiée. Et donc, il faut pas qu'on casse la bulle de l'intimité entre l'athlète et le coach, mais je pense que c'est indispensable d'avoir des moments d'échange et qu'il n'y a pas suffisamment, je trouve, de meeting avec ces possibilités d'échanger. Donc là, c'est chacun qui doit le faire soi-même, comme tu le fais là maintenant, c'est d'aller pomper de l'expérience sur le terrain, d'aller interroger, d'aller partager un maximum, quoi. Hmm. Et puis c'est bien aussi d'être ouvert au changement en fonction de ce que ressent, en fonction du moment et de pas être fermé en disant ta séance c'est ça. Et du coup, ça doit être ça. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je t'avais prévu ça, je change pas. Et être capable d'ajuster en fonction de son, allez, de son ressenti du moment, quoi.
Oui, ouais, clairement. Après, en fonction des qualités mentales du gars, on sait qu'il y en a certains sur qui, mais quoi qu'il arrive, si tu es en bord de bassin et que tu lui as demandé une série de 10 fois 100 sur tel chrono, ben, de temps en temps, si tu ne rentres pas dans l'art, en course, ça va être peut-être compliqué aussi pour lui de s'arracher, de serrer les dents et de faire preuve de résilience. Mais en fonction, à nouveau, du type d'athlète, de ce qu'on sait qu'on a comme, comme athlète devant nous, il y a ces moments où effectivement c'est indispensable de pouvoir considérer ce que lui nous ramène comme besoin et qui sont toutes des choses qui sont pas perceptibles avec les meilleurs outils du monde. Voilà, on sait qu'il y en a plein qui font des suivis de la quantification avec, avec des infos qui reviennent sur la charge au niveau de la puissance pédale, au niveau du cardio, au niveau des allures. Au niveau lactate, éventuellement sur certains tests, etc. Et puis ouais, il y a toute la charge interne et subjective mentale avec le bien-être au réveil, avec le ressenti après la séance. Et ces éléments-là, pour moi, sont incontournables. Je n'imagine pas qu'en triathlon, on puisse fonctionner sans avoir ces éléments-là. Mhm. C'est clair. Ok. Il paraît d'ailleurs que les meilleures programmations, c'est celles qui bougent chaque semaine, quoi. Bah non, mais c'est vrai. Enfin, vu que si tu adaptes en fonction de chaque fois comment ton athlète va, ben, c'est là que lui, psychologiquement, ça ira mieux, il sera plus prêt à faire telle ou telle séance et peut-être que des Ouais. fois, il va plus s'envoyer alors que la séance était plus chill. Ouais, de se dire, tiens, tu vas réagir à la séance, comme l'exemple que je prenais tout à l'heure, avec le marteau-piqueur qui est venu tabasser le mur à côté de ton lit pendant la nuit, avec des travaux qui se faisaient chez le voisin, avec le petit qui t'a réveillé, avec une déception amoureuse. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte qui fait que pendant la semaine, le triathlète, il doit te le dire. Et au pire, s'il ne te l'a pas dit avant la séance et qu'on n'a pas eu la possibilité de l'adapter, ben c'est de te le noter après dans les commentaires, dans le suivi, quoi. De Mm. te dire, OK, oui, cette séance-là, je l'ai fait la semaine passée, elle allait nickel. Cette semaine, ben, elle n'est pas passée. Ben, elle n'est pas passée parce que j'ai été m'entraîner en natation à 20 heures au lieu d'y aller à 17 heures. Je suis rentré tard, j'ai bouffé tard, le repas n'était pas prêt. Il y avait personne à la maison et du coup j'étais crevé et donc voilà, en fait c'est pas l'état de forme intrinsèque qui était pas présent, c'est que il y a d'autres facteurs autour qui font et donc on tire pas bêtement des sonnettes d'alarme ou on décharge pas complètement le lendemain, on lui dit juste dors 2 heures plus tard et puis on est bon quoi. Ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est clair.